Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Quel serait l'équivalent de l'érection de l'homme pour la femme? Eh bien, on ne le sait peut-être pas assez, et c'est vrai que c'est pas évidemment l'érection du clitoris, mais c'est la lubrification. Et oui, la lubrification est indispensable si on veut que le rapport sexuel soit agréable pour les deux partenaires. Or, on sait finalement assez peu de choses sur cette lubrification. Il y a certaines femmes qui vont mouiller plus que d'autres. Et puis la lubrification, elle varie aussi suivant notre humeur, les moments, notre âge, bref. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que l'excitation est une des causes qui provoque la lubrification. Et pour en savoir plus, eh bien, c'est Christian Jamin qui est notre invité aujourd'hui. Il pourra répondre à toutes vos questions. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que comme pour les pannes d'érection, il existe énormément de moyens de pallier le manque de lubrification. Et puis, je voudrais déjà rappeler aux femmes qu'il ne faut pas accepter une pénétration si on n'est pas prête, ce que veut dire en d'autres termes pas encore assez humide. Et si vous avez envie d'en parler, si vous avez envie de témoigner, de poser vos questions, eh bien vous pouvez nous rejoindre et pour ça vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Christian Jamin. Bonjour Brigitte, bonjour tout le monde. Alors la lubrification, c'est un vaste sujet. Oui. L'érection, c'est relativement simple. La lubrification. Quand ça marche, oui. Quand ça marche, oui. Et la lubrification, c'est compliqué. Ouais, très compliqué. Tout est compliqué chez les femmes. Je voulais pas le dire, mais j'attendais à ce que vous le fassiez. La lubrification, c'est à la fois, j'allais dire, l'entretien du tissu vaginal et de la vessie. Parce que la vessie est très proche du vagin. C'est aussi la fertilité avec la glaire pour faciliter l'ascension des spermatozoïdes. Et puis il y a une troisième humidification, celle dont vous venez de parler, qui est l'humidification réflexe, qui est un phénomène à la fois neurologique et vasculaire, qui fait que, eh bien, on a les glandes qui sécrètent pour l'entrée et des glandes qui font sécréter à l'intérieur pour la lubrification proprement dite. Donc la lubrification chez la femme, c'est compliqué. Il y a l'humidification naturelle, il y a l'humidification de fertilité et l'humidification de plaisir. Avec ça, on va tenir 2 heures. Largement, oui, on n'aura même pas assez, je crois. Ce qui est peut-être déjà important à dire, que c'est un peu comme la transpiration. Il y a des femmes qui lubrifient plus que d'autres naturellement. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Oui, c'est effectivement une question de sensibilité des glandes aux stimuli neurologiques. Ça, c'est la transpiration. Au niveau vaginal, j'essaye de voir le lien. Oui, il y a une commande nerveuse, neurologique, qui en fait est la même que l'érection. C'est-à-dire que comment fonctionne l'érection? Eh bien, le sang arrive au niveau de la verge et j'allais dire la sortie des vaisseaux est bloquée, ce qui fait que le sang s'accumule et que ça donne une érection. Ça fait gonfler et chez la femme, on a le même mécanisme, c'est-à-dire que on bloque la sortie en faisant se dilater l'entrée, ce qui fait que le liquide par pression sort, et ça c'est l'humidification liée au désir. Donc ça c'est effectivement neurologique. Mais il y a même, lors d'un rapport non désiré malheureusement, un phénomène aussi de lubrification qui est une sorte de réflexe pour protéger le corps. Tout à fait. Donc on voit bien qu'il y a à la fois l'excitation certes, mais il peut y avoir aussi le mouvement, le va-et-vient du pénis dans le vagin qui va provoquer de la lubrification. Oui, alors, encore une fois, il y a plusieurs mécanismes. Il y a les mécanismes purement hormonaux, que sont l'humidité de fond, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots. Il y a la glaire, qui est liée là aux hormones qui facilitent l'ascension des spermatozoïdes, et l'humidification dont vous parlez est une humidification neurologique, la vasodilatation, qui fait sortir le liquide et qui fait ce qu'on appelle de manière commune mouiller.
Absolument. Alors, la grande question, évidemment, que beaucoup de femmes se posent, pourquoi parfois je lubrifie plus ou pas, ou tout ça est très 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 compliqué. Alors, c'est compliqué, c'est-à-dire que quand on est ménopausé, par exemple, plus d'hormones, donc très peu d'humidification de fond, quoique les rapports sexuels entretiennent l'humidification. Il y a les hormones aussi, la glaire pour l'ovulation, ça c'est la même chose. Quant à l'humidification liée au rapport sexuel, c'est un phénomène réflexe qui s'entretient. Et on sait par exemple que les femmes qui ont des rapports réguliers ont assez peu de problèmes d'humidification. Et quand on est habitué à examiner un vagin par l'examen clinique, eh bien on voit assez facilement les femmes qui gardent une activité sexuelle de celles qui ne l'ont pas. Parce que l'activité sexuelle, c'est-à-dire la dilatation du vagin par la verge, entraîne des phénomènes réflexes d'humidification. Ce qui vous fait toujours dire qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. C'est exact. C'est-à-dire que c'est qu'il y a masturbation et masturbation. C'est-à-dire il y a la masturbation du plaisir avec le clitoris, mais il y a la masturbation comment dirais-je, de santé, si je puis dire, de santé vaginale, d'entretien par la dilatation. Et c'est pour ça que la masturbation au niveau du clitoris n'est pas la même que la masturbation avec des jouets. C'est ça, et on conseille donc aux femmes qui sont seules et qui ont l'espoir de retrouver quelqu'un de continuer à utiliser leur vagin avec un jouet, justement pour que la lubrification ne cesse pas. Mais c'est encore une fois toujours la même chose. La vie, c'est du mouvement et de l'entretien. Et si on n'entretient pas, ça se sclérose. Vous avez parlé d'espoir. Il faut, dans ce domaine, jamais perdre d'espoir parce que, j'allais dire, la façon dont on pense à ça se sent, si je puis dire, par l'homme, par les partenaires potentiels. Vous voulez dire qu'en tant qu'homme, vous sentez si une femme en face est encore dans l'espoir de rencontrer un partenaire ou si elle a déjà elle a démissionné? C'est pas une étude en double aveugle contre placebo, bien sûr. Mais c'est vrai que quand on a renoncé, on n'attire pas, ou moins. Donc il faut, c'est-à-dire ce qui fait, on en a déjà parlé de nombreuses fois, l'érection de l'homme, c'est le regard de la femme. Et donc la lubrification de la femme, c'est le regard de l'homme, on pourrait presque dire ça Oui, presque, oui. C'est-à-dire qu'il faut avoir le cerveau prêt à donner des signaux. Mais le vrai problème pour beaucoup de femmes, c'est que nous, on ne sent pas si on mouille. Vous sentez si vous avez un début d'érection. Nous, il faut aller le chercher, donc c'est compliqué. Ben oui, mais nous, on le sent quand vous au toucher, si je puis dire. Oui. Et les femmes sentent quand même, je crois, j'ai peu d'expérience dans le domaine à titre personnel, la femme sent quand même quand elle est humide. Ben, pas trop. Pas trop. Je veux dire, il y a pas grand-chose qui peut nous faire sentir, tandis que vous le sentez forcément. Donc c'est toute la complexité des femmes. Mais la bonne nouvelle, Christian Jamin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, c'est qu'il y a toujours des solutions. S'il y a un manque de lubrification, il y a des solutions. Alors, aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des solutions. On a parlé de la masturbation à l'instant. L'entretien local par les rapports sexuels, ça c'est absolument indéniable. Et puis il y a les traitements hormonaux, soit locaux, soit généraux, qui entretiennent. Et puis qui entretiennent la lubrification vaginale. Et puis il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est que le vagin est contigu à la vessie. Et que l'humidification vaginale joue aussi sur ce qu'on appelle le trigone vésical, c'est-à-dire la bonne santé de la vessie, et que beaucoup de femmes ont des troubles de perte d'urine, et qu'il faut absolument là aussi remettre un petit peu d'humide dans la région. D'accord, donc tout ça est très complexe, mais vous êtes là pendant 2 heures et on va pouvoir répondre à toutes les questions. Vous nous appelez 0826 300 300, c'est Méline qu'on retrouve dans un instant. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Depuis que j'écoute Sud Radio avec Elisabeth Lévigny, Jean-Jacques Bourdin, sans oublier Patrick Crochet et André Berkoff, on est certain d'entendre parler vrai dans la matinale de Sud Radio, figurez-vous. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Christian Jamin est avec nous, endocrinologue, gynécologue. On évoque donc la lubrification et plus exactement pourquoi parfois elle n'est pas là. Et si vous avez envie de poser des questions, bien sûr, vous pouvez nous rejoindre sur Sud Radio 0826 300 300. Pour l'instant, nous écoutons Méline. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Christian. Bonjour. Vous avez répondu à mes questions dans tout ce que vous avez expliqué. C'est vrai ? Parce qu'en fait, j'ai 65 ans et moi, mon problème, c'est que je mouille beaucoup trop. Bah, ça veut dire que vous baisez beaucoup trop, alors. Disons que j'ai souvent des rapports avec l'homme de ma vie, oui, ça, c'est vrai, tout à fait, et qui est plus jeune en plus que moi, donc effectivement, il est très demandeur, mais c'est vrai que j'ai jamais eu de problème de vessie, etc., et donc effectivement, tout est lié. Mais c'est vrai que ça me pose quand même un souci, parce que moi, j'ai l'impression que du coup, comme c'est très lubrifié, il y a beaucoup moins de... Enfin, j'ai l'impression, pour mon partenaire, beaucoup moins de sensations. Et ça m'a toujours gênée, même quand j'étais plus jeune. Et je pensais qu'avec la ménopause, le problème s'inverserait, mais c'est pas le cas, ça marche toujours. Bah, vous plaignez pas, hein, c'est plutôt une bonne nouvelle quand même. Hein. Et puis les hommes sont contents parce qu'ils ont l'impression que c'est grâce à eux. Donc au contraire, ça augmente l'érection. Comme quoi je suis vraiment très 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 puissant. Voilà, non, les hommes sont très fiers de ça. Mais vous pensez pas que quand même, surtout, je sais pas si... ça peut quand même contrarier le ressenti que peut avoir. Moi, je suis pas un homme, j'ai pas de sexe, donc je sais pas comment ils peuvent vous sentir. En fait, Méline, il y a deux choses. Vous avez raison, beaucoup de lubrification fait que il y a plus de liquide, donc on est peut-être moins en relation, si je puis dire, avec les parois du vagin. Mais la réalité, c'est si vous utilisez votre vagin avec beaucoup de capacité à resserrer le pénis, il y a aucun problème. C'est ce que j'essaie de faire. Bon, ouais. Donc si vous essayez de le faire, c'est que vous y arrivez, donc il n'y a vraiment aucun problème, parce qu'au fond, c'est les contractions du vagin qui fait que l'homme se sent bien ou pas. C'est quand la femme fait un peu l'étoile de mer et que à ce moment-là, il a un peu l'impression d'être dans le vide, si je puis dire. Oui, d'accord. Non, c'est pas son cas, non. Effectivement. Mais si vous êtes présente, et ça me semble être le cas, puisque visiblement vous avez une sexualité active, il n'y a aucun problème. La lubrification, visiblement, et Christian Jamin vient de vous le dire, c'est bon signe pour tout ce qui concerne le bas, si je puis dire. Oui, la bonne santé, oui, effectivement. C'est vrai qu'à ce niveau-là, j'ai pas eu souvent des problèmes. Mais je comprends d'autant mieux qu'avec ce que vous avez expliqué. Vous avez, vous prenez des hormones pour le traitement de la ménopause ? Non, la ménopause, ça fait un moment. Ça fait plus de 10 ans que je suis ménopausée, mais je vous dis, j'ai 65 ans. Donc j'ai toujours entendu dire qu'après, les femmes souffraient de sécheresse vaginale. Et bon, j'ai attendu, mais c'est pas arrivé. Eh ben, ça me fait très plaisir ce que vous dites, parce que ça prouve que effectivement, on utilise des hormones pour faciliter la lubrification vaginale, mais si on continue à avoir une vie sexuelle active, eh bien, on a une lubrification naturelle qui fait que on a la même lubrification que si on prend des hormones. Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai jamais voulu... j'en ai jamais eu besoin. Mais de toute façon, j'aurais évité de prendre des hormones. Après, si certaines personnes en ont certainement besoin, je peux le comprendre. Mais si c'est naturel, c'est d'autant plus intéressant. Oui, et c'est ça qui est intéressant dans votre témoignage. Ça prouve que l'activité sexuelle régulière, donc... continue à entretenir le phénomène de lubrification et on imagine la qualité de votre vagin, de votre vessie, du périnée, enfin de toute cette zone, quoi. C'est-à-dire que quand une verge ou un jouet pénètre dans le vagin, ça dilate le vagin et donc il y a des sécrétions qui sont réflexes à la dilatation, et c'est pour ça qu'on dit que la masturbation après la ménopause, quand elle est juste clitoridienne, donne du plaisir, mais n'a pas d'effet physiologique ou peu au niveau vaginal, alors que l'utilisation soit d'une vraie verge, soit d'un jouet, a un effet qu'on a dit trophique au niveau vaginal, et quand nous, gynécologues, on examine une femme, on est assez vite capable de dire si la femme continue ou pas à avoir une activité sexuelle uniquement par le toucher. D'accord. Oui, c'est vraiment intéressant. J'ai compris beaucoup de choses, du coup, c'est bien. Ne jamais lâcher l'affaire.
Je ne lâcherai pas, c'est promis. Merci beaucoup. Non, et puis en plus, vous savez, c'est encore très relatif quand vous dites vous lubrifiez beaucoup. Bon, je n'en doute pas, mais pour un homme, je vois pas très bien qu'est-ce qui pourrait poser problème. Après, quand on est femme fontaine, il y a des hommes que ça peut déranger, ça c'est autre chose, mais beaucoup lubrifier, c'est pas, enfin, je veux dire, ça. Et il y a le bruit, quand même. Ça fait des... Bon, je passe les détails, mais c'est relativement bruyant quand c'est très mouillé. C'est vrai, ça peut être bruyant. Bon, et puis, souvent, les hommes sont fiers. C'est-à-dire qu'il dit, c'est moi qui ai fait ça. C'est grâce à moi. Vu sous cet angle, effectivement, c'est plutôt bien. Oui, et puis je pense, je sais, Méline, les hommes n'ont pas ces réflexions, ça fait du bruit, ils ont comment dirais-je, ils sont plus animaux que nous. Oui, certainement, oui. Donc ils sont au contraire excités par les odeurs, le bruit, la lubrification. Enfin, ça prouve que ça fonctionne, quoi. Oui. Par contre, excusez-moi, il y a une réflexion de Brigitte qui m'a un peu perturbée. Vous m'avez dit qu'on ne sait pas quand on mouille, mais je comprends pas parce que moi, quand il m'embrasse, je sens tout de suite que ça s'humidifie. Oui, vous êtes très très en relation avec votre corps, mais quand on est habillé et qu'on peut être un petit peu excité par quelque chose, on se rend pas compte si on mouille ou pas. Hein. Ah ouais. Enfin, je sais pas, c'est au niveau du ventre que moi je sens qu'il se passe quelque chose au niveau de mon bas-ventre. Bon, écoutez, vous avez raison. Si vous le sentez, je vous crois volontiers. Hein. C'est juste que je suis surprise que vous ayez dit ça, parce que j'ai dit tiens, je pensais que c'était tout le monde. C'est toujours pareil. Moi, je peux parler que de ce que je connais, c'est-à-dire mon propre corps. Oui, mais en principe, d'ailleurs, il y a des études qui ont été faites quand on montrait des images excitantes aux femmes. Beaucoup considéraient que ça ne les excitait pas, alors qu'il y avait des capteurs et en effet, elles mouillaient, mais elles ne s'en rendaient pas compte. Donc, les capteurs, c'était surtout sur l'augmentation de la vascularisation du vagin, parce que, en fait, l'humidification pendant les rapports sexuels, c'est lié c'est la même chose que l'érection. C'est-à-dire que le sang arrive, la sortie est fermée, donc la pression augmente et le liquide sort. Et donc c'est ça qui fait bander pour un homme et c'est ça qui fait mouiller pour une femme. C'est-à-dire que c'est un phénomène neurovasculaire qui est lié à l'excitation. D'accord. Voilà, écoutez... beaucoup de choses aujourd'hui avec ça, je vous en remercie. Vous voyez, on en apprend tous les jours. 100 fois sur le métier. Il faut remettre l'ouvrage. Voilà. En tout cas, ça prouve bien, encore une fois, qu'il faut vraiment que les femmes comprennent à quel point c'est important de s'entretenir à ce niveau-là. Et même si on n'a pas de partenaire pendant quelque temps, ne pas laisser s'endormir la belle au bois dormant, si je puis dire. Merci beaucoup pour votre témoignage, Méline. Merci et merci à vous. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant avec vous, bien sûr, sur Sud Radio. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christian Jamin est avec nous, gynécologue, endocrinologue. On essaye de mieux comprendre la lubrification féminine, encore que l'homme aussi a un petit peu de lubrification, hein, qui évidemment ça n'a rien à voir, c'est pas comparable, mais cette fameuse petite goutte. Oui. Qui parfois d'ailleurs, attention, peut contenir quand même un peu de spermatozoïdes. Enfin, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Émilie est avec nous. Bonjour Émilie. Bonjour Brigitte et bonjour Christian. Bonjour. Merci de témoigner en tout cas. Je vous en prie, avec plaisir. Alors moi, je suis pas concernée par les problèmes de lubrification et au contraire, tout va bien de ce côté-là. Et donc, je vais partager avec vous ce qui me fait lubrifier. Pour commencer, ça vient de mon partenaire. Ça peut être ses mots, ses caresses ou ses baisers. Ou alors en amont, avant qu'on se voit, si on s'envoie des messages chauds aussi, ça donne envie. Et pour ce qui vient de moi, c'est beaucoup en amont, donc mon imagination, de me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire avec lui ou avec elle, lui envoyer des messages et envoyer aussi des photos, des vidéos. Ça m'excite de les faire et ça m'excite d'imaginer sa réaction aussi quand il les verra. Et il peut y avoir aussi la frustration de ne pas pouvoir voir mon partenaire parce que l'un ou l'autre n'est pas disponible.
Et tout ça, ça me titille en amont et ça me rend chaude. Et quand je vois la personne, voilà, je suis chaude patate et bien lubrifiée pour faire l'amour avec lui. En tout cas, vous semblez avoir compris, intégré que plus vous allez anticiper par votre imaginaire et la pensée, plus vous allez être prête à être justement prête à être pénétrée, quoi. Alors, je l'avais pas compris. Je le découvre avec vous, mais en tout cas, c'est mon mode de fonctionnement et voilà, ça me va bien. Mais ça, c'est très intéressant ce que vous venez de dire, d'abord pour vous, mais pour comprendre, c'est-à-dire que dans l'espèce humaine, le cerveau joue un rôle considérable dans la stimulation de l'humidification vaginale. C'est-à-dire que l'humidification vaginale liée au rapport, il est lié d'abord à la commande du cerveau qui entraîne l'afflux de sang et la vasodilatation et de fermeture à la sortie pour augmenter l'hydratation. Et puis, il y a aussi la pénétration qui, par un effet mécanique, par la dilatation des fibres collagènes au niveau du vagin, entraîne une hydratation réflexe par la dilatation, d'où l'intérêt d'une verge ou d'un jouet. Donc, ce que vous dites est particulièrement intéressant parce que, à ma connaissance, dans les autres espèces animales, le cerveau n'y est pour rien. C'est-à-dire que vous avez une anticipation au niveau cortical qui déclenche des phénomènes locaux, ce qui, au départ, n'est pas très naturel. Ce qui est naturel chez l'animal, c'est l'odeur, le nez, l'olfaction, qui, par l'intermédiaire du cerveau, déclenche ce qu'on appelle le vémocortex, c'est-à-dire la dilatation liée à l'olfaction. Chez l'homme ou chez la femme, l'olfaction a disparu pour être remplacée par la vue ou par l'imagination qui passe par le cortex. Et ceci est d'autant plus important que donc on a un rôle avec son cerveau et ceci est extrêmement important et donc il y a une capacité d'anticipation mais par ailleurs aussi la vue. C'est-à-dire que les réflexes visuels entraînent l'érotisme et entraînent aussi... et donc, chez l'animal, c'est beaucoup plus pauvre, c'est l'olfaction qui déclenche tout ça. Oui, cela étant dit, chez les mammifères, chez les femelles mammifères, au moment de l'œstrus, quand elles sont justement fécondables, la vulve prend une dimension de champignon et il y a une modification visuelle, si je puis dire. Je pense que vous avez raison, je pense pas que le mâle, ce soit ça qu'il fasse. Le mâle, c'est l'odeur. Oui, je suis bien d'accord, mais on peut pas dire qu'il n'y ait pas visuellement une modification évidente. Hein. Mais ça n'est pas la vue qui déclenche le phénomène. J'entends bien, je suis bien d'accord avec ce que vous dites. Hein. J'ajoute juste que chez la femme, il n'y a pas une modification visuelle de la vulve. Il y a éventuellement les grandes lèvres qui s'écartent un peu, mais c'est pas aussi évident que chez les mammifères. Oui, mais dans l'espèce humaine, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a construit toute notre sexualité autour de ça, c'est-à-dire par la vue, par les habits, par les tenues coquines, par les mouvements, par les films, etc. Donc on a compris que notre vue déclenchait des phénomènes en bas, alors que chez l'animal, c'est toujours les phénomènes olfactifs. Oui, c'est l'instinct, de toute façon, chez l'animal, tandis que chez nous, l'instinct sexuel, a priori, n'existe pas. Donc, Émilie, vous avez bien compris que vous n'étiez pas une femelle, mais une femme. Voilà, très bien. L'un n'empêche pas l'autre. En tout cas, vous avez... Mais je pense que c'est... à mon avis, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Émilie, mais je pense que pour les femmes, c'est encore plus important de faire fonctionner son imaginaire pour justement se mettre en route, si je puis dire, parce qu'on sait qu'on a une libido qui ne démarre pas au quart de tour comme beaucoup d'hommes. Et donc, envisager, visualiser ce qui va se passer, c'est une très très bonne stratégie.
Oui, je trouve que ça marche très bien. Et la vue aussi, vous en parliez, la vue aussi, ça me fait beaucoup d'effet. Alors, par exemple, je tiens absolument à ce que ce soit moi qui déshabille mon partenaire pour le déguster comme si j'enlevais le papier cadeau. Et aussi, j'aime bien prendre une douche avec mon partenaire et je tiens à le savonner pour passer mes mains sur son corps. Et ça aussi, ça contribue à l'excitation avant de faire l'amour avec lui. Mais alors, pour revenir à ce que disait Méline, et après tout, moi je suis tout à fait apte à reconnaître que j'ai dit une bêtise, hein. Vous sentez que vous mouillez ? Quand il y en a beaucoup, oui, mais au début, non. D'accord. Bon, donc il faut vérifier. C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Voilà. D'accord. Bon. Et écoutez, continuez comme ça. Hein. Je crois que vous avez pas besoin de nous, hein, Émilie. Merci. Merci à vous. On continue avec Franck qui va répondre à 3 questions intimes et puis vous pourrez en poser une ensuite à Christian Jamin. Bonjour Franck. Bonjour Brigitte, bonjour Christian. J'espère que vous allez bien. Oui. Ça va très bien, merci. Vous aussi, ça va ? Impeccable. Eh ben c'est parfait. On va y aller. Alors, première question. Est-ce que vous aimez les femmes fontaines ou pas ? Alors malheureusement, je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir une partenaire qui était femme fontaine, mais j'aurais vraiment bien aimé essayer. Vu votre réponse, oui, on a malheureusement laisse à penser que vous aimeriez bien avoir une femme fontaine, mais ça ne vous est jamais arrivé. Bon, écoutez, ça va peut-être venir, hein, qui sait. Et d'ailleurs, ce phénomène fontaine, c'est pas uniquement de la lubrification, mais bon. Non, c'est pas de la lubrification, c'est au contraire un relâchement total des sphincters qui fait qu'on se dilate de partout, si je puis dire, et qu'on a le sphincter de la vessie qui s'ouvre au moment de l'orgasme. Exactement, même si c'est pas une urine comme concentrée, hein, bien sûr, mais absolument. Alors, deuxième question, Franck, c'est bientôt les vacances, vous êtes peut-être déjà en vacances, et donc je pose cette question, est-ce qu'il y a un endroit, un lieu particulier où vous aimeriez faire l'amour ? J'ai déjà testé pas mal d'endroits et personnellement, je trouve que le lit est quand même l'endroit le mieux adapté pour moi. D'accord, le lit... J'ai essayé la plage, j'ai essayé les endroits confinés, j'ai essayé pas mal de trucs et franchement, je trouve que le lit est personnellement pour moi l'endroit le plus adapté. Je crois qu'on est beaucoup à penser comme vous. Hein. Monsieur aime son confort. Oui, exactement. Oui, c'est vrai. Mais bon, après, c'est normal. Hein. On essaye des trucs et puis après, on se rend compte que finalement, hein, c'est un petit peu comme quand on a une bonne amante à la maison, on va essayer un peu à l'extérieur, puis finalement, on revient chez soi. Hein. Vous parlez en connaissance de cause, j'ai l'impression. Je ne sais pas, moi j'ai parlé de... Je ne sais pas. C'est moi qui pose des questions d'abord, Franck. Hein. Et dernière question, est-ce que vous pourriez me dire quelle est l'actrice ou je sais pas, ou la femme imaginaire ou réelle qui vous aurait le plus fait fantasmer quand vous étiez adolescent ? La question est bien tournée. Maintenant, j'en ai plus du tout j'ai pas d'actrice à fantasmer. Non, mais quand vous étiez ado. Oui, j'étais fan de Maria Carey. Maria Carey, tiens. Je fantasmais énormément sur elle. Mais de toute façon, c'est surtout quand on est ado qu'on fantasme sur quelqu'un. Après, on se calme un peu quand même, non ? Oui, j'ai l'impression, en tout cas. Il me semble, oui, il me semble. Et quand on est ado, on a tous et toutes, hein, parce que nous aussi, les femmes, on a eu nos fantasmes sur certaines personnes connues ou pas d'ailleurs. Parce que parfois, ça peut être Zorro ou je ne sais quelle autre icône. C'est une fine lame, Zorro. Bien, vous pouvez poser une question à Christian Jamin, il vous écoute, allez-y. Alors, Christian Jamin, moi j'ai une petite
question pour vous. Ma femme ne mouille pas beaucoup, voire très peu. À chaque rapport, on est obligé d'utiliser du lubrifiant. Pourtant, nous avons des rapports assez fréquents, on va dire. Donc, est-ce que vous auriez un petit conseil à me prodiguer? J'aurais tendance à vous dire continuez. Parce que les lubrifiants, alors ça a plusieurs rôles, mais pour moi le premier rôle du lubrifiant c'est de synchroniser l'homme et la femme. C'est-à-dire que l'homme, il a une érection qui lui vient tout de suite naturellement sans même y penser. La femme a besoin de plus de temps pour mettre tout en route. Et quand on est un peu pressé, eh bien, l'homme pénètre alors que la femme n'a pas encore suffisamment été préparée. Et donc, pour moi, le premier rôle des lubrifiants, c'est la synchronisation entre l'homme et la femme, parce que quand on pénètre une femme et qu'elle n'est pas assez mouillée, entre guillemets, ça lui fait mal, et donc ça l'empêche de rentrer dans le processus à fond, si je puis dire. Donc, oui, les lubrifiants, on ne les utilise pas assez comme synchronisateurs. Et puis la deuxième chose, c'est que effectivement, les femmes sont différentes entre elles. Il y en a qui mouillent beaucoup, d'autres peu. Et donc le lubrifiant favorise la qualité du rapport, c'est-à-dire le plaisir, et surtout enlève la douleur. Parce que quand on a mal, on ne peut plus prendre son pied, on ne peut plus développer le désir. Donc il faut pas refuser les lubrifiants, au contraire, il faut les utiliser à chaque fois que nécessaire. C'est parfaitement bien pour améliorer la qualité des rapports. D'accord. Donc, ok, très bien. Eh bien, on va continuer ça, alors. Oui, il n'y a pas de... Et puis en plus, maintenant, on a vraiment toute une gamme de lubrifiants de toutes sortes. Il y a à chacun de trouver celui qui lui convient, mais il n'y a vraiment pas de... Enfin, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et n'hésitez pas, c'est peut-être... parlez-en entre vous, peut-être, mais je pense que c'est vraiment indispensable, oui. C'est indispensable d'abord pour le début du rapport et en plus pour la qualité du rapport. Donc à utiliser sans modération. D'accord. Ok, très bien. Eh bien, avant et pendant. Ok. Voilà. Très bien. Merci Franck en tout cas. Et puis dans le lit, donc on a bien compris. Je continue. Merci à vous. On va faire une petite pause et on se retrouve dans un instant avec Julie qui a des questions à vous poser. Christian Jamin, tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous sommes avec Christian Jamin, gynécologue, endocrinologue, et n'hésitez pas si vous avez des questions à poser, c'est le maintenant ou jamais, et vous avez peut-être envie de mieux comprendre comment vous fonctionnez. C'est pas toujours simple, pour nous les femmes de voir ce qui se passe, si je puis dire, en bas. Bonjour Julie. Bonjour Brigitte, bonjour docteur Jamin. Bonjour. Je suis heureuse de vous avoir tous les deux aujourd'hui. Merci Julie. Parce que vous m'avez, Brigitte, vous m'avez beaucoup aidée avec vos conseils. Et le docteur Jamin m'a soignée il y a une 30aine d'années. Donc je le remercie encore. Et je vais passer au thème du jour, en fait. Suite à une déception amoureuse, je n'avais plus de libido, plus d'envie, plus de contact affectif. Et du coup, je me suis retrouvée avec une situation où j'avais j'étais à la limite de la sclérose, donc de mon vagin. Et donc là, il y a un médecin qui m'a donné, je crois que c'est de l'acide hyaluronique, pour remettre les fonctions, pour redonner un peu de souplesse. Et grâce à vos conseils, j'ai commencé à faire la masturbation. Excusez-moi, vous étiez resté combien de temps sans vous occuper du tout de votre vagin? Alors, je dirais pas du tout, mais sans avoir de relation physique, au moins, 6 ans. D'accord. Et puis, finalement, j'avais peu d'envie par ailleurs. Je me masturbais vraiment pratiquement pas. Donc, vos conseils m'ont été d'une grande importance. Et aussi,
je dois reconnaître, une relation. Enfin, je suis tombée amoureuse. Et là, ça a été formidable parce que j'ai eu vraiment ce qu'on appelle une passion et des papillons dans le ventre. Et tout s'est remis en état. J'ai une libido aujourd'hui qui répond assez bien. Mais malgré tout, il y a une chose que moi j'ai constatée. C'est que c'est finalement quand je sens que la personne est amoureuse et a envie de moi et que il me touche, il me respire, il me réconforte, que là en effet je suis lubrifiée naturellement. Et de ce fait, je me demandais si par ailleurs il faudrait que je continue quand même malgré tout l'acide hyaluronique pour maintenir un peu plus ou un peu mieux mon intérieur. Voilà. Alors, quel âge avez-vous sans... Est-ce que vous êtes ménopausée? Je vais vous poser différemment. Vous êtes ménopausée? Oui. Oui, alors quand on est ménopausée, il manque les hormones. Et les hormones, comme je le disais, participent à l'humidité de base du vagin. C'est-à-dire qu'il y a une sécrétion un peu spumeuse, blanchâtre, qui est liée aux hormones, et après les phénomènes dont on a parlé sont d'origine neurologique, c'est-à-dire du cerveau ou localement par la dilatation des fibres nerveuses au niveau du vagin. Donc l'acide hyaluronique, c'est une pompe à eau, si je puis dire, c'est-à-dire que ça entraîne une humidité vaginale qui marche très bien, presque aussi bien que les hormones, mais c'est la lubrification de fond, si je puis dire. Alors que ce que vous décrivez dans vos papillons dans le ventre et votre désir, ça c'est votre cerveau qui vous commande votre vagin en vous donnant des phénomènes réactionnels d'humidification et vasculaire en particulier. Donc, par ailleurs, l'utilisation du vagin entraîne le maintien d'une lubrification. Donc l'acide hyaluronique, c'est nécessaire, ou les hormones, ça dépend des cas. Et il n'y a absolument aucun problème à les utiliser l'un ou l'autre. Et puis après, quand on a une vie sexuelle très régulière, on peut finir par s'en passer. Mais il faut du temps pour que la machine se remette en route. D'accord. Sous forme d'ovules et sous forme de gel, parce que j'ai eu les deux. Oui, les deux. Alors l'ovule, c'est plus facile pour le fond, si je puis dire. La crème, c'est plus facile pour l'entrée. Et puis l'ovule, c'est bien pour la nuit. C'est-à-dire qu'on le met et les études montrent que ça marche presque aussi bien que les hormones pour ce qui est de l'humidification de fond. Oui, parce que en fait, comme j'ai eu par ailleurs un cancer, donc on m'interdisait les hormones. Donc du coup, on a pu prendre ce produit. Merci de cette question. J'aurais pas osé en parler d'emblée. Les études montrent qu'aujourd'hui, que les traitements hormonaux locaux au niveau du vagin ne sont pas contre-indiqués en cas d'antécédent de cancer du sein. On l'a fait pendant très longtemps par prudence. Bien sûr. Mais comme les anglo-saxons sont des gens qui ne croient que ce qu'ils voient, ils ont fait des essais et des études. Et les études montrent qu'une femme qui a eu un cancer du sein et qui utilise raisonnablement des hormones localement n'a pas d'augmentation de risque. Les hormones naturelles, vous voulez dire? Localement, c'est des hormones. Oui, enfin, il y a des hormones. C'est pas la synthèse, oui, il y a les deux, quoi, vous voulez dire. Non, la différence entre synthèse et naturelle, c'est pour les hormones qu'on avale. Localement, c'est des hormones dérivées de la nature qui n'ont pas d'effet secondaire et en tout cas pas d'effet hépatique. Mais rappelez-moi donc l'hormone, laquelle c'est? En général, c'est des hormones dérivées des hormones naturelles qu'on met dans le vagin, oui. D'accord. Et puis, on utilise aussi une autre hormone qui s'appelle l'estriol. L'estriol est une hormone qui n'agit qu'au niveau du vagin, donc on est encore plus tranquille. Ah d'accord, l'estriol. Estriol, oui.
D'accord, écoutez, c'est Et un on conseil. peut l'avoir sans ordonnance. Je crois qu'il faut encore une ordonnance. Oui, donc c'est important de le signaler. Cela étant dit, il n'y a pas de contre-indication d'utiliser de l'acide hyaluronique pendant... L'acide hyaluronique, ça donne une humidité, une humidification vaginale. Ça a des effets aussi au niveau de la vessie. Et donc, dans les études qui ont été faites pour comparer l'un à l'autre, il n'y a pas eu beaucoup de différence. Donc pour l'instant, si ça vous va bien, continuez avec ça, finalement. Je vais vous dire, en effet, j'avais aussi des problèmes de vessie, et j'ai l'impression que ça l'a amélioré aussi. Et ben voilà. Mais est-ce que, justement, il me vient une question là, qui est juste une question de bon sens. On imagine bien que lorsqu'on a des rapports sexuels ou lorsqu'on utilise son vagin, forcément ça fait fonctionner toute la zone périnéale et donc ça améliore la vessie. Aussi. Donc c'est une gymnastique ça devrait être obligatoire. Optimiste. Ça devrait être et remboursé par la Sécu. Alors, une question, docteur et Brigitte. Oui, allez-y, Julie. Pourquoi me faut-il finalement être amoureuse pour avoir envie de rapport sexuel ? Eh bien, c'est simplement parce que ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que chez l'humain, la stimulation indépendante du cerveau de réflexion n'existe plus. C'est-à-dire que, encore une fois, chez l'animal, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle des phéromones qui, à certaines périodes, pendant l'œstrus, stimulent le mâle. Et c'est pour ça que les mâles sautent immédiatement sur les femelles quand elles sont au moment de la fertilité. Alors que vous, les femmes, vous avez eu l'intelligence, si je puis dire, si vous y êtes pour quelque chose, de séparer la sexualité de la fécondité. Et donc, alors il y a un peu plus de rapports sexuels chez la femme dans les 48 heures qui précèdent l'ovulation. Ça, c'est les statistiques. C'est notre côté femelle. C'est votre côté femelle, mais ce côté femelle a été très largement dépassé par votre cerveau. Mais tout simplement, Julie, c'est qu'on a perdu notre instinct animal. Et je pense que on peut quand même de temps en temps un peu le retrouver, mais on est quand même plus du tout proche de cet instinct reproductif qui habite les animaux. Alors, pour le meilleur et pour le pire, parce que le meilleur, c'est qu'on n'a plus besoin d'être en période de fécondité pour avoir envie de faire l'amour, Dieu merci. Mais le pire, c'est que comme c'est contrôlé par le cerveau, quand on a des problèmes psychologiques, eh bien, on a aussi des troubles sexuels. Mais en même temps, Julie, je crois qu'on est tous logés à la même enseigne. Quand on est amoureux, on est quand même toujours avec une libido beaucoup plus forte que quand on n'est pas amoureux. Je crois que c'est toujours pareil. Moi, je scinde le désir en deux. Il y a le désir qu'on a pour l'autre, donc qu'on a pour le sujet, si je puis dire, hein. Et puis il y a le désir qu'on a pour soi, juste dans l'idée de se faire plaisir et d'avoir de la jouissance parce que on a envie de se faire du bien. Et c'est ce désir-là qui est plus compliqué à entretenir en vieillissant. C'est ce que j'appelle notre élan vital qui a tendance un petit peu à s'endormir et il faut veiller à ne pas l'endormir. Vous comprenez ? La tristesse du à quoi bon. En fait, pour tout dire, j'ai toujours été comme ça. Mais peut-être parce que dans votre éducation, dans votre croyance, on est en tant que femme, on est dans le désir de l'autre et pas dans le désir pour soi. Parce que sinon, on est une femme pas bien, on est une salope, pour utiliser le mot que tout le monde a sur le bout des lèvres. Donc c'est ça aussi qu'il faut qu'on apprenne, nous les femmes, c'est que se masturber, se faire du bien, c'est notre plus grande chance et il faut. Qu'est-ce que c'est qu'une salope, Brigitte ? C'est une femme qui a le comportement d'un homme. Exactement. Oui, je l'ai déjà entendu. Oui. En tout cas, je vous remercie. Bon, en tout cas, vous êtes amoureuse, profitez-en, et puis vous avez vous avez notre bénédiction. Hein. Je vous remercie pourvu que ça porte. Oui, je vous remercie en tout cas pour tout ce que vous avez déjà fait pour moi. Je vous en prie, Julie.
Merci en tout cas de votre témoignage. On continue bien sûr après les infos. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet qui est très vaste, parce que en effet, toutes les femmes n'ont pas la même lubrification. Ça dépend des moments, ça dépend, etc. Et on est là pour répondre à toutes vos questions. Vous n'hésitez pas, vous nous appelez. Si les hommes ont envie de témoigner, qu'ils ont peut-être aussi envie qu'on leur donne des petits conseils, comment aider une femme à mieux lubrifier. Parce qu'il y a aussi des petites techniques manuelles, si je puis dire. Voilà, on peut aussi en parler avec vous. En tout cas, vous connaissez notre numéro, c'est le 0826 300 300 et on se retrouve évidemment après les infos. Alors, j'ai trouvé une devinette pour vous, Christian Jamin. Je sais que vous aimez beaucoup les voitures de collection. Oui. Non, mais je sais pas si vous en avez ou si. Mais je sais que vous aimez beaucoup les voitures de collection. Vous en avez parlé avec Bénédicte, je sais ça. Donc j'ai trouvé une devinette pour vous. Pourquoi les hommes, c'est comme les voitures de collection? Voilà. Donc vous avez le temps des infos pour essayer de me trouver la réponse à cette devinette. Voilà. Et puis quant à nous, on se retrouve bien sûr avec vous au 0826 300 300 dans un instant. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Et puis Nelly est avec nous, mais avant de lui donner la parole, je voudrais la réponse à ma devinette. Pourquoi les hommes, c'est comme les voitures de collection? Eh bien, je donne ma langue au chat. Elle va vous plaire, la réponse. Parce qu'après un certain âge, la seule chose qui compte, c'est l'état de conservation et non l'année de fabrication. Ah, c'est joli, hein? C'est joli, c'est joli. J'étais sûre que ça allait vous plaire. Eh bien, je vous la laisse, elle est pour vous. Bonjour Nelly. Bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Merci d'être avec nous Nelly. Alors, on vous écoute, allez-y. Donc du coup, moi je souhaitais témoigner puisque j'ai effectivement connu des problèmes de lubrification avec mes premiers partenaires. Pourtant j'étais amoureuse, c'était sur des relations qui ont été longues. 5 ans pour le premier et une relation qui est toujours en cours pour le second. En tout cas, les partenaires qui ont compté, et pour qui il y avait vraiment une vraie relation de partage, une sexualité. Donc des sentiments, etc. Voilà. Et pourtant, vous étiez jeune avec le premier, j'imagine. Oui, tout à fait. Bah oui, j'avais une vingtaine d'années. Oui, c'est ça. Et vous n'aviez pas beaucoup de lubrification, donc? Non, pas énormément, suffisamment, je pense, du fait de cette jeunesse, donc suffisamment pour que ça m'inquiète pas trop. Par contre, en vieillissant, on va dire, et avec mon second partenaire, là, ça a commencé à être un petit peu plus embêtant, avec l'arrivée des enfants, etc. Là, c'est devenu plus embêtant, donc je me suis parlé avec un gynécologue qui m'a prescrit des différentes choses qui étaient plutôt pas mal. C'était pas désagréable. Ça pouvait être soit un gel, j'avais utilisé Sensilube qui était très bien. Ça pouvait être des ovules à mettre avant le rapport, des crèmes à insérer. Donc voilà, j'avais trouvé un fonctionnement qui permettait quand même d'avoir une sexualité. Bien sûr. Mais par contre, j'avais pas quand même cette chaleur ou ce gonflement qui va avec la lubrification. On parle de lubrification, mais il y a aussi autre chose qui se passe. Donc, et en fait, moi, je relie ça au désir. Parce que je me suis rendu compte le jour où j'ai eu un amant et une intimité explosive, on va dire, avec une relation sexuelle que j'avais jamais connue avant, où là par contre tout a changé. C'est-à-dire que clairement j'étais enfin là j'avais même juste une touchée ou même on s'appelait et là c'était les grandes eaux, si je puis dire. Donc moi je relis ça, alors que je pensais vraiment que c'était physiologique, que j'avais une problématique comme d'autres, parce que quand j'en parlais autour de moi, je voyais bien que j'étais pas la seule et que c'était quelque chose que je retrouvais auprès d'autres amis avec qui on pouvait en discuter. Et je pensais donc que c'était physiologique, et comme aussi j'ai la peau sèche, etc. Voilà, pour moi c'était lié, et puis il n'y avait pas grand-chose à en faire. Et en réalité, je me suis rendu compte, comme on en a dit tout à l'heure, qu'il y a aussi une question d'imaginaire aussi, parce qu'avec cet amant, il y avait pas forcément beaucoup de proximité au quotidien, donc il y avait tout ce qui pouvait, toutes ces histoires qu'il pouvait y avoir entre nous
à distance, donc l'imaginaire qu'on a créé. Et puis il y a eu de ma part aussi, je pense, beaucoup de lâcher prise, parce qu'il y avait une relation, une désidérabilité qui était très forte. Vous racontez quelque chose que beaucoup de femmes connaissent, c'est que quand tout d'un coup on est enflammé par un homme, il y a quelque chose qui lâche, il y a une sorte de verrou qui s'ouvre, et je pense que vous deviez être très, comment dirais-je, très correct dans votre sexualité, et puis tout d'un coup, la femelle, si je peux me permettre, c'est lâché, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Et je pense qu'effectivement, il y a ce côté correct, parce qu'effectivement, dans une relation classique, j'étais correcte, effectivement, et là, je me suis permis des choses... Oui, je me suis permis des choses qui n'étaient pas... Enfin, que j'aurais... Mais que même actuellement, je pense, je ne fais pas du tout avec mon conjoint, ou que j'aurais pas... Voilà, que non pas parce que j'ose pas, mais parce que c'est pas dans notre relation et c'est pas quelque chose qu'il comprendrait. Oui, cette façon de lâcher prise et de cette façon un peu débridée, effectivement. Je pense que, et puis tout à l'heure on parlait du désir, mais c'est pas le désir que le désir de l'autre ou le désir de soi, c'est le désir du nous. C'est vraiment les désirs. Oui, mais vous savez, moi, je trouve que cette expression, elle est assez imagée et elle parle toute seule. Hein. On devient des chiennes en chaleur quand tout d'un coup on est enflammé par un homme. Après, pourquoi lui ? Pourquoi à ce moment-là de notre vie ? Tout ça, on peut toujours trouver des explications, mais quand ça arrive, profitons-en, quoi. Alors après, moi j'ai l'impression parfois quand j'écoute l'émission d'entendre des personnes qui ont la chance de vivre ça au quotidien aussi avec leur conjoint. Et je trouve que c'est une vraie chance. Et c'est un peu, c'est la question que je me pose aussi par rapport à ma vie officielle, de me dire, c'est vrai que si je pouvais avoir cette excitation facile et spontanée dans mon quotidien, ça serait effectivement plus simple. Je pense. Oui, mais bon, après, chacun fait comme il peut. Hein. Vous savez, c'est pareil pour les hommes. Il y a des hommes qui vont être très corrects avec leur épouse et puis totalement débridés avec leur maîtresse. Hein. Christian, allez-y, donc, je vous en prie. Oui, alors. Pardon. Non, mais chez l'animal, on a un phénomène purement, physique, hormonal, qui déclenche le strus et le reste derrière, l'olfaction et le reste, les phéromones. Alors que chez la femme, vous avez à la fois l'avantage et l'inconvénient que ce soit complètement contrôlé par le cerveau. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'hormones ou pas particulièrement beaucoup d'hormones pour avoir du désir. Mais aussi, vous avez aussi un contrôle de votre désir par le cerveau et par l'éducation et par les habitudes, etc. Et donc, oui, c'est une force, parce que les femmes peuvent faire l'amour tout le temps et peuvent avoir envie tout le temps, mais c'est aussi un défaut, enfin pas un défaut, mais un dysfonctionnement, c'est-à-dire que il faut une liberté du cerveau par l'amour, par le caractère, par tout ça qui fait que pour arriver à lâcher prise complètement, eh bien, il faut lever l'inhibition cérébrale. Oui, je ne sais pas s'il y a une recette pour ça, mais moi j'ai l'impression que oui, c'est l'imaginaire et la connexion à l'autre qui est sur quelque chose de plus animal et moins raisonné. Voilà, on a le conjoint sur une relation plus raisonnée. Oui, mais vous savez, Nelly, il y a des études qui ont été faites sur, je crois que c'est sur l'hypophyse, qui est donc la petite partie du cerveau derrière le crâne. Il semblerait que lorsqu'on rencontre quelqu'un, la première fois qu'on fait l'amour, ça s'inscrit dans notre mémoire libidinale, si je puis dire. Et c'est vrai que c'est très compliqué quand on est avec un partenaire où on a une sexualité assez correcte, hein, je réutilise volontairement ce mot. Eh bien, c'est très très compliqué d'en faire après une sexualité débridée.
Et en revanche, quand on a une sexualité tout de suite complètement enflammée avec quelqu'un, eh bien, on se retrouve. Et cette expérience est confirmée par des gens, par exemple, qui se sont connus et puis qui se retrouvent 20 ans, 30 ans après, et ils retrouvent exactement la même sexualité, la même libido, les mêmes sensations, même s'ils ne se sont pas vus pendant. Donc c'est l'alchimie sexuelle. Alors après, sans doute qu'un jour on arrivera à l'expliquer par les neurosciences ou je ne sais quoi, mais pour l'instant c'est très complexe et puis il faut que chacun fasse avec ce qu'il est et puis fasse au mieux. Ouais, tout à fait. Ben voilà, moi c'était juste ce que je voulais vous partager sur ce sujet qui. Mais peut-être que vous pouvez par votre imaginaire, quand vous êtes avec votre compagnon régulier, imaginer que vous êtes avec l'autre. Peut-être que ça peut déclencher un petit quelque chose. Je ne sais pas. Non, j'ai essayé, mais ça marche pas. Ouais. Donc c'est bien bloqué là-haut. Hein. Ouais, c'est bien bloqué. Ouais. Non, malheureusement, j'ai pas encore trouvé la bonne recette là. Non, vous êtes dans une morale trop fidèle avec lui, donc vous ne voulez pas, quand vous êtes avec lui, faire intervenir le tiers. Bon, tant pis, hein. C'était une idée comme ça. Mais je vous en remercie. Merci à tous les deux, en tout cas. Merci. Non, mais merci de votre témoignage, parce que évidemment, c'est le lot de beaucoup de femmes. Hein. Oui, c'est la force d'être à la fois le moteur et le répresseur du désir, le cerveau. Eh oui. Alors, on fait une petite pause et puis j'avais invité les hommes à témoigner et c'est Rodolphe qui prend la parole dans un instant. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Je voulais vous dire que j'appréciais vraiment Sud Radio sans pouvoir vous flatter parce que vous êtes les seuls quasiment qui êtes capables d'inviter des personnalités qui ont des points de vue différents. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Ah oui. Christian Jamin est avec nous et nous évoquons la lubrification. Est-ce que les hommes lubrifient? C'est la question que l'on va se poser avec vous, Rodolphe. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour à votre invité Christian aussi. Bonjour. Bonjour. Je vous entends parler depuis tout à l'heure et en fait, oui, vous parlez pas du tout de lubrification chez les hommes. Mmh. Enfin, j'en ai un tout petit peu parlé quand même, mais je vous écoute, allez-y. Eh ben, comme c'est mon cas moi personnellement, j'étais en train de me demander si j'étais un cas unique en fait. Donc vous avez, quand vous êtes en érection, vous avez du liquide qui sort du gland. Dès que je suis en excitation, oui, tout à fait. Ouais. Il n'y a rien d'anormal, mais c'est pas la majorité. Vous faites partie on va dire des 5% d'hommes qui en effet lubrifient beaucoup. D'accord. Et du coup, le problème de lubrification chez la femme, en fait, je le compense. Oui, oui et non, parce que ça c'est valable pour le moment où vous pénétrez, parce que vous êtes assez mouillé, si je puis dire, donc vous rentrez plus facilement. Mais si elle ne lubrifie pas, ça. Oui, à un moment donné, c'est plus possible. Ça compensera pas. Ouais. Ok, non, alors je vous ai pas entendu en parler tout à l'heure, mais donc voilà, donc je suis pas un cas unique. Non, vous n'êtes pas unique, mais vous faites partie de la minorité. Il y a peu d'hommes qui lubrifient vraiment, et ce qui peut parfois d'ailleurs gêner certaines femmes, par exemple pour faire une fellation, parce qu'elles se demandent si c'est pas du sperme, etc. Alors c'est pas du sperme, mais on a tendance quand même à dire de faire attention parce qu'il peut toujours y avoir quelques spécimens qui se sont égarés et donc voilà, il faut faire attention. C'est le conseil que je suis obligée de donner sur un plan général. Alors, ma dernière partenaire, elle trouvait ça plutôt flatteur en fait que elle dit je transpire. Oui. Ouais. D'accord, ok. Mais c'est plutôt, je veux dire, il y a rien d'anormal en tout cas, mais c'est pas la majorité des hommes. Oui, tout à fait. Alors oui, un tout petit peu, oui, beaucoup, c'est rare. Alors, j'irai pas jusqu'à dire beaucoup, mais pas mal quand même, oui. Oui. Oui, suffisamment pour que ça mouille, absolument.
D'accord. Et ça peut vous arriver, j'imagine même, quand vous n'êtes pas totalement en érection, mais un peu excité, que ça vous mouille le slip. C'est plutôt sur la phase d'excitation. C'est ça. Ouais, c'est ça. Après, ça va pas forcément jusqu'au bout, mais sur la phase d'excitation, oui, tout à fait. Mais encore une fois, ça fait partie des différences qu'il y a, mais enfin oui, je dis 5%, j'ai pas les chiffres exacts, hein, il y a pas eu d'enquêtes qui ont été faites là-dessus, mais je pense que non, on n'en parle jamais parce qu'en effet c'est très rare. Et pour beaucoup d'hommes, ils ont l'impression que c'est déjà un peu d'éjaculation alors que ça n'a strictement rien à voir. Ah non, je pense pas. Ouais. Non, mais je vous assure que ça n'a rien à voir. Ok. Oui, alors la question qui se pose, c'est est-ce que c'est du liquide prostatique Donc, personnellement, j'ai jamais rien lu là-dessus, donc je vais m'y employer et la prochaine fois, j'essaierai de répondre. Vous êtes pas intéressant. Ouais. Écoutez, la prochaine fois que j'ai un urologue en ligne dans l'émission, j'aborderai ce sujet avec lui pour rassurer tous les hommes et pour que les hommes comprennent mieux. Moi, ce sont mes connaissances en sexologie qui me permettent de dire ça. Donc, je suis assez sûre de ce que je vous avance, mais exactement que contient ce liquide, je ne serais pas... À tous sur Internet. Faut se méfier d'Internet. Hein, tout à fait. Mais enfin, en tout cas, vous n'êtes pas... Enfin, il n'y a rien d'anormal à ça, mais vous êtes un petit peu en dehors de la norme, si je puis dire. Voilà. D'accord, ok. Merci Rodolphe, en tout cas, d'avoir témoigné. Et nous avons Jason qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, ravi de vous avoir. Je vous en prie. Donc oui, alors pour ma part, je peux dire que j'ai jamais eu spécialement de problème de lubrification. Je pense, quand la partenaire est assez excitée, je dirais ça se lubrifie tout seul, naturellement. Ou alors, il suffit de descendre un petit peu, je dirais à l'étage du dessous, d'y mettre quelques coups de langue, et ça va très vite. Après, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que même s'il n'y a pas de préliminaire, si ma compagne est déjà très excitée en elle-même ou qu'elle a vraiment très envie, je dirais ça se lubrifie direct sans qu'il y ait, sans qu'il y ait besoin de faire quoi que ce soit. Oui, mais encore une fois, je crois que Christian, pour simplifier, vous l'avez dit, il y a l'excitation qui va faire que ça lubrifie, ou il y a le travail manuel qui fait que ça lubrifie, quoi. Il y a les deux. C'est ça, il y a le phénomène purement d'origine cérébrale qui est j'allais dire l'autorisation qu'on se donne, qui donne donc la lubrification, et puis après il y a les phénomènes mécaniques de la dilatation vaginale par la verge qui participent, et puis après il y a la mise en route, ou au moins au début, des glandes à l'entrée du vagin qui permettent de glisser au niveau de la vulve, c'est les glandes de Bartholin et de Skene. Donc il y a plusieurs mécanismes, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Après, j'imagine qu'avec l'âge, ça doit fonctionner certainement peut-être un petit peu moins bien après, quoi. Et encore, ça c'est une supposition, parce que moi de mon côté, j'ai jamais eu avec mes différents partenaires, j'ai jamais, Ça dépend, parce qu'on a entendu tout à l'heure un témoignage où la femme était ménopausée et lubrifiait toujours beaucoup. Il y a des femmes, ça s'arrange avec l'âge parce qu'elles se libèrent. Encore une fois, je pense que c'est vraiment compliqué de donner une explication qui correspondrait à toute la jante féminine. Ouais. Il y a aussi après certainement une grande partie de psychologique, certainement, qui intervient là-dedans. Oui, il y a le laisser-aller qu'on n'a pas toujours juste après l'éducation et la puberté et tout ça. Et puis après, les femmes se libèrent. Mais souvent, au début de la vie amoureuse, il y a tout le poids de l'éducation qui peut avoir des effets néfastes.
Oui, puis on n'est pas toujours à l'aise avec son corps quand on commence dans sa sexualité. On peut être un peu réservé. Enfin bon, toujours est-il que c'est quand même quelque chose qui devrait se négocier entre partenaires pour éviter justement une pénétration qui serait douloureuse ou un rapport qui serait un petit peu pénible, voilà, parce que pour un homme, le manque de lubrification est moins pénible que pour une femme, parce que bon, à un moment donné, oui, ça va aussi le gêner s'il n'y a pas du tout de lubrification, mais pour la femme, dès la pénétration, s'il n'y a pas beaucoup de lubrification, ça peut faire un peu mal, ça peut frotter un peu. Donc c'est vraiment, je pense que c'est vraiment quelque chose qui devrait entre partenaires s'aborder, quoi. Ça, je suis tout à fait d'accord. Alors, après, moi, en tant qu'homme, c'est vrai que des fois, ça nous est arrivé d'y aller un petit peu, je dirais, à l'arrache. On a été très vite rappelé à l'ordre, aussi bien elle que moi. Même moi, du coup, ça fait mal. Et du coup, on ralentit tout de suite et on met un peu de lubrifiant pour que ça passe. Oui. Et c'est vrai que oui, on le sort des deux côtés, puis ça va très vite. Puis ça sert à rien, ça fait mal, c'est pas le but. Exactement. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, de le lubrifiant sert de synchronisation. C'est-à-dire que ça permet de se mettre au même niveau. On met de l'huile dans le moteur, c'est bien connu. Hein. Voilà. Oui, on vérifie on vérifie s'il y a assez d'huile. Vous savez faire ça, c'est avec vos voitures. Alors un petit peu. Merci Jason en tout cas. Un love conseil, est-ce qu'on dort ensemble ou pas? C'est la question du love conseil du jour. Et puis on va tester ensuite un jouet. Et puis vous pouvez vous aussi témoigner, poser vos questions au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, dormir ensemble ou pas, partager le même lit, c'est une question qui peut parfois être débattue. Christian Jamin, il y a les 100% pour, les 100% contre. Donc moi, je voulais juste revenir sur ce love conseil. Ce qui est bien, c'est d'en parler ensemble et essayer d'être sur la même longueur d'onde. Alors bien sûr, il y a les contingences matérielles. Hein, quand on habite un petit appartement, on peut pas. C'est compliqué de faire chambre séparée. Alors faire dormir quelqu'un dans le salon, c'est déjà un peu une punition, donc c'est compliqué. Mais il y a quand même quelques obstacles au dodo collé, si je puis dire, parce que lorsqu'un des deux ronfle ou a des insomnies, ça peut vraiment perturber le sommeil de l'autre. Et il y a aussi toutes ces questions de différence d'envie de se coucher ou de se lever, etc. Et puis il y a aussi, il y en a un qui a toujours trop chaud, l'autre trop froid. Sans parler du côté du lit, il y en a un qui veut dormir toujours du même côté, mais l'autre aussi. Enfin bon, bref. En tout cas, se séparer pour dormir, ça peut avoir, contrairement à ce qu'on croit, un bienfait sur sa libido, parce que les conflits dans la chambre à coucher à cause du mauvais sommeil finissent par énerver, voire maudire l'autre et ne plus avoir envie de faire l'amour avec lui. Donc je crois qu'il faut quand même réfléchir à ce que signifie le lit. Est-ce que c'est le sommeil? Est-ce que c'est le lieu où on se rencontre pour faire l'amour? Je sais qu'il y a des gens qui pensent que s'ils dorment plus ensemble, ils vont plus pouvoir se retrouver pour avoir une sexualité. C'est pas forcément du tout vrai. Donc il faut juste, je pense, avoir la communication nécessaire dans le couple pour en parler. Et si vous êtes dérangé par l'autre pour dormir, ça doit se négocier. Oui, et puis il y a ceux qui sont du soir et ceux qui sont du matin. Oui, bien sûr. Du soir, à la fois pour dormir. Il y a des gens qui s'endorment tôt et d'autres tard. Et puis pour l'amour, c'est-à-dire il y a des hommes ou des femmes qui préfèrent l'amour la nuit, le soir, et d'autres le matin. Donc ça peut être compliqué. Il y a beaucoup de choses comme ça et c'est un. Ça va de soi a priori de faire chambre commune. C'est peut-être vrai quand on est très très amoureux. Sur le long cours, ça peut quand même se négocier. Voilà. Bon, en tout cas, c'était bien de le rappeler. Nous sommes avec Luna maintenant. Bonjour Luna. Bonjour.
Merci d'être avec nous, Luna. Alors, vous avez reçu cet engin, parce que c'est vrai qu'il est assez imposant. Je vous le montre, Christian Jamin. C'est un vibromasseur Rabbit rotatif télécommandé de la marque Phil's Toys que l'on trouve sur rudesplaisirs.com. Alors, bon, il est avec ventouse. C'est un pénis avec lequel on a rajouté une petite tête de lapin, avec donc deux grandes oreilles pour stimuler le clitoris. Alors, je crois qu'il est vibrant, tournant. Je ne l'ai pas encore allumé, mais qu'est-ce que vous en pensez, Luna? Dites-moi. Alors, en premier lieu, j'ai eu un petit souci pour le charger, parce que je n'arrivais pas à introduire le chargeur. Pour la télécommande, c'est très bien passé. Oui, je me demande bien où est-ce qu'on l'introduit, le chargeur. Merci. Ah oui, il y a un petit trou là, d'accord. Voilà, alors il y a un petit trou, mais il faut que le chargeur soit glissé en travers. Donc le temps que je trouve, ça a pris un petit peu de temps. Donc après, je l'ai chargé, je l'ai nettoyé, et puis après j'ai joué. Et en fait, quand mon compagnon l'a vu, il n'a pas apprécié la blague en fait. Ah oui, il a été jaloux. Il l'a trouvé trop imposant. Voilà. Je lui avais dit que je participais et qu'on allait recevoir un jour, ça va être sympa. C'est de ma faute, c'est pas de la vôtre. Non, mais c'est pas grave. En plus, un Rabbit, il y a longtemps que j'en voulais un, donc ça tombe super bien. De toute façon, ils sont tous imposants. Mais celui-là, il est particulièrement. Donc, effectivement, il est vibrant à plusieurs vitesses. D'abord, il est rose. Il est très imposant, il est rose fluo. Alors moi, je l'ai en violet, moi. Mais bon, chacun... Voilà. Ouais. En dehors ça change un peu du violet. Oui. En dehors de la couleur, je le trouve normal, moi. Oh là là. Oh, vous auriez pu dire que vous le trouviez un peu petit, oui. pendant que vous y êtes. Tiens, il n'est pas encore en érection. Si vous voulez vous faire mousser, allez-y, franchement, Christian. Et donc, effectivement, c'est très étonnant. Bon, les vibrations, j'ai déjà eu des jouets qui vibraient, mais effectivement, par rapport à la grosseur, il faut un petit peu de temps pour arriver à le positionner aussi. Donc, il a aussi quelque chose de très étonnant qui fait un petit peu mitraillette. Donc, des coups comme une mitraillette, tout comme ça. Donc, c'est à essayer aussi. Et il est très actif, alors. Moi, j'arrive pas à le mettre en route, de toute façon. Donc, je suis coincée là. Je sais pas pourquoi. Il veut pas. Si vous avez la télécommande qui est chargée, peut-être que vous y arriverez plus aisément avec la télécommande, en fait. Oui, c'est ce que j'essaye. J'ai aussi un petit peu de mal à le mettre en route tout seul. Oui, mais j'active la télécommande. Il veut pas. Alors, j'ai peut-être pas allumé la télécommande, mais je suis pas la plus douée dans tout ce qui est technique, moi, vous savez. Je suis restée très manuelle. Des fois, c'est pas mal aussi, finalement. Oui. On cherche toujours des choses, mais c'est vrai, j'aimerais bien le voir tourner et faire la mitraillette, là, parce que vous nous donnez des... Bon. Non, c'est pas grave. Et puis il a un côté ventouse aussi, visiblement, mais bon, ça, je suis pas sûre que ce soit le plus intéressant, je sais pas. Non, je l'ai pas utilisé. Bon. Non. Je n'ai pas utilisé du tout la ventouse. Et les petites oreilles de lapin, c'est très rigolo aussi, parce qu'effectivement, ça stimule le clitoris au bon endroit. Donc, c'est très amusant d'avoir ce jouet. C'est sympathique. En tout cas, il est quand même assez performant, semble-t-il. Alors après, c'est peut-être pas le premier jouet à tester quand on n'en a jamais testé, parce qu'il est quand même imposant. Non, il faut pas. Contrairement à ce que dit Christian Jamin. Oui, voilà, mais il est pas encore en érection, si. Je dirais que si, mais bon. Mais c'est vrai que si on n'a jamais eu de jouet, commencer par celui-là, c'est un petit peu trop. Il faut mieux faire des choses un petit peu plus modestes, parce qu'il faut, je pense, un peu plus d'expérience pour être à l'aise avec ce genre de jouet. Mais après, il faut aussi trouver ce qui nous convient le mieux dans la stimulation, enfin, quand on l'introduit, parce que par rapport à ces mouvements qui sont tous différents,
bien sûr, ça appuie pas au même endroit. Et donc, dans le vagin, on n'est pas toutes pareilles pour atteindre l'orgasme. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'il il a l'air d'être assez fort dans ses stimulations, quoi. Il réveille, Tout quoi. à fait. On va dire ça. Oui. Hein? Oui. Je comprends que votre compagnon, il était un peu jaloux. Attendez. Oh là là. Donc il faut pas faire chambre à part, si j'ai bien compris. Ah ben justement, nous on fait chambre à part. Ah oui. Et ouais, on fait chambre à part parce que je ronfle beaucoup et ça gênait mon compagnon, et comme on a plusieurs chambres, on a décidé de faire chambre à part pour que au moins son sommeil à lui soit... Mais je pense que c'est une très bonne décision. Au moins vous vous retrouvez pour les bons moments, et il n'y a pas de gêne pendant le sommeil. C'est sacré le sommeil, hein. Dès qu'il y a quelque chose qui nous dérange quand on dort avec quelqu'un, moi je pense qu'il faut en parler et trouver une solution, bien sûr. Et puis vous êtes... Voilà, il faut pas hésiter, et en fait, plus on en parle autour de nous, et plus on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de gens qui le font. Mais c'est des choses qu'ils avouent pas, parce que dans l'inconscient collectif, effectivement, on aura tendance à dire il faut absolument dormir ensemble parce que ça va faire une coupure, alors que c'est faux. C'est juste de la praticité pour tout le monde et du confort. Oui, mais parce qu'on confond faire chambre à part pour une qualité de sommeil de chacun, et puis le truc quand on commence à se séparer, qu'on dit bon allez, j'ai plus envie de dormir avec toi, on va dormir au salon, et là c'est signe que le couple va plus bien. Mais si c'est une négociation pour la qualité du sommeil de faire chambre à part, il n'y a pas de problème. Oui, pour le bien-être de chacun. Bien sûr. Et la qualité, encore une fois, c'est pas vous, Christian Jamin, qui êtes médecin, qui allez me dire le contraire. Le sommeil, ça fait partie des éléments essentiels de l'hygiène de vie. Et du bien-être pour le lendemain. Bah oui, c'est dès qu'on a mal dormi, on est fatigué, on est affaibli. Enfin, donc pourquoi s'énerver la nuit avec le compagnon qui ronfle, ou la compagne d'ailleurs, hein. Oui, et oui, là c'est. Bon. Surtout qu'on n'y peut rien quand on ronfle, hein. C'est pas fait. Non, pas grand-chose en fait. Bah non, c'est pas. C'est pas contre l'autre, mais ça finit par beaucoup poser de problèmes. Mais ça agace, voilà, ça agace et ça n'a pas d'intérêt. Eh bien, merci Luna, en tout cas, d'avoir testé pour nous ce vibromasseur Rabbit rotatif télécommandé de la marque Phil's Toys. Quelle note vous lui donnez? Allez, on va lui mettre 8. 8. Parce que 10, c'est la perfection, on ne peut pas. Ah bah non, 8, c'est votre compagnon, la perfection. Oui, j'ai bien compris, hein, on est bien d'accord. Bon, eh bien, on le retrouve sur ruedesplaisirs.com. Voilà. On continue avec Linda qui est avec nous. Bonjour Linda. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous Linda. On vous écoute, allez-y. Merci. Donc moi je voulais connaître s'il existait des produits naturels justement pour la sécheresse. Alors pas une sécheresse intense, puisque c'est plutôt une sécheresse des lèvres extérieures. J'aurais voulu savoir s'il existait, alors je sais qu'il existe des ovules ou des crèmes, des lubrifiants, ce genre de choses, mais... Donc vous voulez dire que ce serait votre vulve que vous trouvez un peu sèche, comme par exemple la peau du visage? Un peu moins sèche, évidemment, mais quand même. Alors, je voudrais déjà revenir sur le mot naturel, parce qu'il y a une grande ambiguïté en France sur le mot naturel. Parce qu'il y a des gens qui considèrent que les choses sont naturelles lorsqu'elles viennent directement de la nature. Et puis, il y a la définition médicale, naturelle, c'est identique à la nature. Alors, aux États-Unis, ils ont deux mots différents. Il y a le naturel et le bio-identique. Alors, naturel, ça vient de la nature. Bio-identique, c'est que c'est identique à ce qui est fabriqué dans la nature. Donc, je suis toujours un peu méfiant dans la terminologie naturelle, parce que dans naturel, il y a ce qui vient de la nature, c'est-à-dire le bon, et puis ce dont on n'a pas besoin, qui parfois peut être irritant, peut être gênant, etc. Donc, quand on parle de naturel, moi, en général, je parle de identique à la nature.
Mais encore une fois, il y a une grande ambiguïté dans ce qui est dit. Voilà ce que je voulais dire. Alors moi, je serais plutôt effectivement sur le bio naturel. Voilà. Donc, qui est extrait de la nature, directement. Oui. Tout à fait. Alors, oui, pourquoi pas, hein, mais la nature fait pas toujours que bien les choses. Il y a parfois dans les produits naturels d'autres choses dont on n'a pas forcément besoin. Donc, mais c'est vrai aussi que bio-identique, ça veut dire que c'est fabriqué chimiquement en étant identique à ce qui existe dans la nature. Oui. Et vers quoi on peut se tourner, en fait? Bon, après, tous les produits naturels n'ont pas d'effet secondaire, c'est-à-dire qu'il y a des produits qui sont purs et bien supportés. Mais par exemple, moi, mon métier, c'est beaucoup d'utiliser les hormones. Et en France, quand on dit hormones naturelles, ce ne sont pas des hormones qui viennent de la nature. Ce sont des hormones synthétiques, identiques à la nature, par opposition aux hormones artificielles qui sont différentes des hormones naturelles. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis permis de le dire, parce que je pense que comme il y a beaucoup de gens qui m'écoutent, là, il est important de bien mettre les choses au point. Et c'est pour ça que les Américains, quand ils disent bio-identique, ça veut dire que c'est identique à ce que fait la nature. Et donc, par rapport à des hormones naturelles, qu'est-ce que vous pourriez conseiller, par exemple? Pour le local? Alors, les hormones purement naturelles pour le local, ça existe, c'est-à-dire bio-identiques, mais le problème, c'est qu'elles peuvent être absorbées par le vagin et donc passer dans la circulation, alors que les hormones synthétiques, elles sont souvent, dit-on, étudiées pour rester uniquement locales. Alors, par exemple, il y a une hormone qui s'appelle l'estriol, qui est une hormone naturelle, mais qui n'agit que localement, alors qu'il y a l'estradiol, qui est une hormone naturelle aussi, mais qui passe dans la circulation. Donc, je voulais juste faire ce petit intervention, parce que les mots ont beaucoup d'importance, et l'immense majorité des gens qui parlent de produits ne nous précisent pas de quoi il s'agit. Et c'est vrai qu'avec le mouvement écologique grandissant, on a tendance à croire que tout ce qui est nature est bon, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Il y a beaucoup de toxiques dans la nature. Mais bien sûr. Donc, moi, ma préférence va aux produits bio-identiques, c'est-à-dire qui sont strictement identiques à la nature, mais dont on est sûr qu'il n'y a pas de polluants avec, par exemple. D'accord. Et c'est des produits qu'on peut avoir librement, sans ordonnance, ou il faut... Non, les hormones, il faut une ordonnance. Il faut une ordonnance, d'accord. Ah oui, parce que... Et pour Linda, quel serait je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas un lubrifiant, quelque chose qui pourrait... Alors, ça dépend, on l'a dit tout à l'heure, l'acide hyaluronique, c'est bio-identique, et ça a les mêmes propriétés hydratantes que l'hormone. Mais si on cherche autre chose, c'est-à-dire que si on cherche un effet hormonal, l'acide hyaluronique ne suffira pas. Donc c'est au cas par cas, en fonction de l'attente. Si c'est juste pour faciliter les rapports sexuels, effectivement, l'acide hyaluronique, qui est une espèce de buvard qui fait sortir l'eau du corps pour le mettre dans le vagin, ça marche très bien. Donc ça dépend de ce qu'on cherche dans le traitement, si vous voulez. En tous les cas, pour une prescription médicale, il vaut mieux se tourner vers effectivement un médecin traitant ou un gynéco pour avoir une ordonnance pour déjà tester son taux d'hormones, peut-être. Alors tester non, mais tester avec une prise de sang, mais par l'interrogatoire et puis parler avec lui pour savoir ce que vous cherchez. C'est-à-dire que si vous cherchez juste de quoi avoir une humidité vaginale, l'acide hyaluronique fait aussi bien. Si vous cherchez à avoir un effet hormonal pour les tissus locaux et à côté, c'est-à-dire la vessie, là, il vaut mieux l'hormone naturelle ou bio-identique. Enfin bref, ce que je voulais mettre un petit peu les points sur les i, parce que on lit tout, et de tas de gens qui mélangent tout. Voilà. Non, mais c'est très important d'avoir justement distingué les produits naturels et les produits biochimiques aussi.
Alors, j'ai pas dit que tous les produits naturels avaient des risques. Je dis que, en fait, si on veut être puriste, on utilise le produit dont on a besoin, à condition d'avoir analysé les besoins, justement. Voilà. Ben, merci en tout cas Linda, ça permet de préciser les choses. On est presque en fin d'émission et c'était bien d'avoir cette information claire et précise, parce que c'est vrai qu'il faut pas croire tout ce qu'on lit et tout ce qu'on entend à droite à gauche évidemment. Merci beaucoup Linda, on fait une petite pause et on va conclure avec Patrick dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaye? 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Et s'il reste un petit village gaulois où les hommes et les femmes s'entendent, c'est bien cette émission. Christian Jamin, ça va vous faire plaisir parce que nous avons Patrick qui est avec nous et qui justement a envie de réagir sur la question de la lubrification et de montrer à quel point c'est aussi une affaire d'homme, que la femme lubrifie et que pourquoi pas jouer avec les lubrifiants. Bonjour Patrick. Bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Oui, souvent, moi, dans mon parcours, le lubrifiant, je l'utilisais dans le cadre pratique anale, parce que là c'est obligatoire, et donc c'était un peu un palliatif ou un accessoire obligatoire. Et avec l'âge ou avec l'expérience, le gel ou les lubrifiants, c'est aussi un jeu. Donc même pour une pratique vaginale, c'est par le jeu qu'on peut le prendre, parce que en tant qu'homme, on peut avoir des sensations ou des signaux, mais qui sont pas tout à fait le reflet de la réalité intime de notre partenaire. Donc déjà, il faut dans l'absolu qu'elle puisse nous dire oui ou non. Et à un moment donné, on peut penser que tout est ouvert, parce qu'en effet, on a l'impression qu'il y a beaucoup de lubrification, que tout se passe bien et que les signaux sont tous ouverts, mais nous, on n'est pas à l'intérieur de l'agent, c'est pas le nôtre. Et il est bon que notre compagne, notre partenaire, elle puisse nous dire éventuellement, non, c'est pas encore tout à fait prêt. Déjà, c'est le premier point. Et autre point que j'ai découvert avec l'âge, en effet, c'est l'usage des lubrifiants en titre vraiment de jeu, en fait, pas simplement pour pallier. J'ai eu la chance de ne pas avoir de partenaire qui avait des problèmes spécifiques importants, mais aujourd'hui, j'utilise vraiment cet aspect-là comme une aide, un jeu. Ça fait partie d'un massage, ça fait partie d'un rituel aussi, et en tant qu'homme, c'est aussi très agréable à utiliser. Donc, pour les femmes qui auraient peut-être des problèmes de lubrification, on peut le voir comme un palliatif, mais aussi un jeu. Je crois qu'il faut surtout peut-être nous tous le voir d'ailleurs comme un jeu et comme un partage et comme une sensation, comme une expérience, parce que c'est plus agréable toujours de voir la vie de cet aspect-là plutôt que comme un palliatif ou comme pour montrer qu'il y aura un manque ou pas assez. Voilà. Oui, bien sûr que votre témoignage, on applaudit des quatre mains. Oui, on est deux, donc ça fait quatre mains. Tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que le lubrifiant, c'est aussi ludique, c'est-à-dire que ça fait partie, c'est à la fois ludique et ça déclenche la sécrétion chez la femme, parce que ça l'excite de vous masturber avec un lubrifiant, donc ça marche dans les deux sens, si je puis dire. Donc vous avez complètement raison. Et puis il y a les lubrifiants qui ont des goûts, qui parfois plaisent à la partenaire. Donc je partage totalement votre avis, c'est à la fois ludique, à la fois plaisir et à la fois utile. Et là, on anticipe déjà l'émission de demain, parce que je crois que vous allez parler du sexe oral, Brigitte. Oui, absolument. Voilà, c'est une façon aussi peut-être d'accompagner ceux qui auraient peut-être une certaine difficulté avec ça. En effet, les lubrifiants changent le goût, apportent une autre texture et peuvent peut-être accompagner. Oui, alors ça, je suis d'accord avec vous, bien sûr. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont assez contre le goût du lubrifiant, d'autres pour. Ça, c'est chacun. Il y a les amoureux du naturel, pour revenir à la conversation précédente. Exactement. Mais la vraie difficulté, encore une fois, c'est que beaucoup de femmes sont un peu, sont pas tout à fait à l'aise, et c'est vrai que c'est un peu dommage parce que
moi je pense qu'un homme qui a envie d'une femme, pourquoi pas même introduire un doigt dans le vagin pour vérifier s'il peut s'introduire plus précisément, si je puis dire. Mais il y a des femmes que ça va gêner, il y a des femmes qui vont se sentir... donc tout ça, c'est compliqué, mais c'est dommage, parce que si on pouvait être tous un peu plus à l'aise, je pense que ça glisserait mieux, si je peux me permettre. Et puis surtout, ne pas hésiter à dire non ponctuellement, ou à guider ou à informer, dire écoute, c'est pas tout à fait le moment où je suis pas tout à fait prête. C'est beaucoup moins gênant qu'avoir une partenaire qui prend moins de plaisir, qui a mal ou qui a une difficulté, mais qui va se taire en disant non mais là je vois qu'il est excité, on va lui faire plaisir, parce que là franchement je pense qu'on met une hypothèque sur les futures relations et on va pas dans le bon sens. J'adore vous écouter parce que je pense exactement comme vous. Donc, comme disait je ne sais qui, la personne la plus intelligente est celle qui pense comme vous. Donc, mais vous avez totalement raison. Oui, mais parce que vous êtes, Patrick, d'abord vous aimez les femmes, ensuite je pense que vous avez un peu d'expérience, vous savez que quand la femme est pas tout à fait prête, et puis une fois que vous êtes dedans, si je peux me permettre, et que vous sentez qu'elle est pas tout à fait prête, c'est complexe, parce que ça veut dire quoi? Il faut ressortir à ce moment-là, mettre du lubrifiant, et c'est couper un peu le charme, si je puis dire, de la relation. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'être, que les deux soient prêts. Et j'aime bien ce que vous disiez depuis le début, Christian Jamin, le lubrifiant, c'est pour synchroniser le désir de la femme et de l'homme. C'est une aide à la synchronisation des deux désirs. Et puis la douleur, ça empêche de lubrifier. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Donc effectivement, se faire aider par un lubrifiant pour apporter du plaisir qui va lui-même entraîner de la lubrification. Eh bien, merci Patrick de cette conclusion qui me convient parfaitement bien. Moi, je pense que c'était bien de conclure comme ça. Merci beaucoup Patrick. Et puis vous l'avez annoncé, en effet, demain on évoquera les rapports bucco-génitaux et notamment quels sont les risques d'IST. C'est bientôt les vacances. C'est peut-être bien aussi de rappeler un petit peu, de faire un petit peu de prévention de ce côté-là. Et ce sera avec Philippe Arlin, qui est sexothérapeute, évidemment. Merci beaucoup Christian Jamin. Merci à vous tous. Évidemment à la rentrée, et tout de suite vous retrouvez Alexandre Delovan. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.